Alors, j'aimerais commencer avec vous, Béatrice, pour qu'on puisse dresser un petit peu un état des lieux de 2022 à aujourd'hui, l'environnement dans les médias. Déjà, pourquoi 2022 et son évolution? Donc bonjour à tous, vous m'entendez bien là, c'est bon. C'est parfait. Là, quand vous avez fait l'introduction, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas forcément d'environnement dans la une des journaux, mais en fait c'est encore plus que ça, c'est que l'environnement aujourd'hui c'est à peu près 5% de la part des médias, en fait, que ce soit dans les journaux télévisés ou dans la presse quotidienne, nationale, etc. Sauf en ce moment avec les intempéries. Sauf en ce moment avec les intempéries. Donc en fait, quand est-ce qu'on parle d'environnement? Souvent, encore aujourd'hui, c'est quand il y a des événements qu'on dit naturels, mais qui sont exacerbés par nos activités humaines, comme le changement climatique, comme les méga-feux, etc. Et aussi, on va en parler peut-être davantage lors des négociations, par exemple internationales, sur les COP climat, les COP biodiversité, comme il y a eu récemment. Mais voilà, globalement, on n'en parle pas suffisamment encore au long cours, tout le temps, pour expliquer pourquoi il y a plus justement d'inondations, pourquoi ces feux de forêt se multiplient. Et donc ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on parle encore trop peu d'environnement dans les médias et on en parle encore trop mal puisque c'est pas forcément toujours aussi quali. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Alors effectivement, ça a marqué un tournant dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, on a eu à peu près l'ensemble de toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir du changement climatique en France. Donc canicule, sécheresse, feux de forêt, puis inondation. Voilà, c'est à peu près ce qu'on va avoir de plus en plus régulièrement. Et ça nous est arrivé sur notre territoire. Donc déjà, il y a eu une prise de conscience de la presse en général de l'importance de ces questions. Et puis, il y a eu aussi un autre événement auquel j'ai collaboré qui s'appelle la Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Que René Prod a signé dès les premiers instants. Donc, ça fait partie des 150 organismes et j'imagine que vous, à titre individuel, vous l'avez signé. C'est 2000 journalistes aussi qui ont signé. Donc, c'est une charte en 13 points. Qui n'a pas de valeur obligatoire, mais qui a été réalisée par un collectif de journalistes, pigistes ou de médias engagés comme, à l'initiative de médias comme Vert, le média. Pigistes, c'est des journalistes indépendants. Oui. Pardon, effectivement, des journalistes indépendants. Et donc, cette charte, on en a pas mal discuté dans différentes rédactions. Et certaines l'ont signée, d'autres non. Mais ça a provoqué aussi des discussions et notamment ça a provoqué aussi des formations au sein des différentes rédactions. Donc finalement, en 2022, il y a cette vague d'événements extrêmes qui déferle. Paradoxalement, c'est aussi plein d'espoir pour notre métier parce qu'on se dit super, on va enfin pouvoir parler d'environnement. Est-ce que ça a le même impact dans la presse pro ? Alors, dans la presse pro, donc moi je vais parler pour ma presse professionnelle, à savoir le magazine L'Opticien Lunetier, que vous pouvez trouver donc à disposition sur notre stand. Alors, je m'intéresse au sujet depuis très longtemps, puisque ça fait très longtemps que je travaille en presse professionnelle dans le secteur de l'optique. Et dans mon ancien média, on organisait des plateaux télé sur le CILMO, le grand salon de l'optique, et j'avais voulu faire un débat sur ce qu'on appelait avant le développement durable. C'est en 2019, c'est ça ? Non, c'était il y a bien avant, 2009 ou oui, 2010, c'est ça, 2009. Grosso modo, donc il y a une quinzaine d'années. Et le développement durable en magasin. Il y avait quelques opticiens qui commençaient à intégrer ça dans leur offre, dans leur aménagement de points de vente. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, on va faire un truc là-dessus. Donc j'avais convié 2 opticiens qui avaient cette démarche pour leur point de vente. On a eu 0 spectateur. Aucun opticien n'était venu écouter cette émission. Donc je suis ravie de voir qu'effectivement, il y a une prise de conscience un peu plus importante une quinzaine d'années après. Et nous, depuis 3-4 ans, à la rédaction de l'Opticien Lunetier, on voit pas mal de fabricants, d'enseignes qui nous envoient des communiqués sur leur démarche RSE, etc. Et je me suis dit,
il faut qu'on fasse quelque chose, il y a une prise de conscience à faire, nous on l'a, il faut qu'elle se diffuse. En tant que média professionnel, on a ce rôle de diffuser voilà, cette prise de conscience au sein de la filière, de l'amont à l'aval, hein, de la fabrication à la distribution. Et on a décidé de faire, il y a 2 ans, un spécial RSE, une fois par an. Donc celui-là, c'est le dernier, donc celui qui est sorti en mai 2024. On va en sortir un en mai 2025. Le premier, c'était en mai 2023. Et dans ce support, en fait, on angle vraiment tous nos papiers, toutes nos rubriques sous l'angle de la RSE. Donc on est au-delà, enfin on parle on parle d'impact écologique, d'écologie, mais c'est aussi la responsabilité, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais à ma connaissance, vous êtes les seuls dans Je le crois secteur. qu'on est les seuls. Alors je sais qu'il y a quelques confrères ici dans la salle, donc, mais à mon avis, on est les seuls à faire un spécial RSE pour le moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'à peu près à la même année, en 2009, Béatrice, vous travailliez déjà sur ces questions-là. La question des sources, on en parlait juste avant dans la conférence précédente, qui sont très très importantes et qui plus est dans notre métier. Vous, c'était très compliqué de trouver les infos, les bonnes sources en 2009. Effectivement, donc moi à l'époque je travaillais pour un média qui s'appelle Novetic et qui est vraiment spécialisé sur ces questions depuis 2001. Alors, autant vous dire qu'en 2001, un média en ligne sur les questions d'économie responsable, bon, il y avait pas, c'était plutôt une niche. Hein. Voilà. Donc, ça s'est développé depuis. Il y a de plus en plus de médias sur ces questions. Mais effectivement, moi-même en 2009, c'était un peu plus compliqué d'aller chercher les informations, de trouver des informations qui n'étaient pas anecdotiques. Effectivement, on parlait tout à l'heure dans la partie greenwashing, le fait d'être vraiment sur des informations qui sont pertinentes au regard des enjeux de l'entreprise ou de l'activité. C'est ça, c'était beaucoup de communication, c'était beaucoup de petits gestes de la part des entreprises, mais assez peu de vraies stratégies de décarbonation, etc. Parce qu'on ne l'a pas dit, vous êtes spécialisé aussi sur les questions économiques et environnementales en même temps. Et alors, depuis cette charte qui est sortie, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit 2022, et aujourd'hui, ça y est, l'environnement est à la une du 20h. On y a presque cru. Non, en 2022, effectivement, beaucoup de travail là-dessus. 2023, beaucoup de formations dans les rédactions, avec vraiment aussi une amélioration du traitement en général, je trouve quand même, notamment dans la presse locale, qui s'est quand même pas mal investie, parce qu'elle était pas mal critiquée aussi pour son traitement. Et puis des rédactions qui créent de nouveau des services planètes, plus de sujets plus longs, plus fouillés, mieux traités. Et puis 2024, backlash au niveau politique, avec ce que vous avez pu voir aussi au niveau européen et français, avec les agriculteurs qui dénoncent notamment les questions environnementales, mais pas que. Hein. Il y a un backlash sur l'ensemble des secteurs sur ces questions-là. Et puis de moins en moins de moyens aussi en ce moment dans les entreprises sur ces questions de RSE. Et donc là, ça se ressent aussi dans la presse, avec des émissions, des médias qui sont menacés, certains qui ont mis la clé sous la porte, et puis des remises en question de cette intégration de l'environnement, et puis encore plus, quelquefois dans certains médias, type des CNews, etc., une remontée du climato-scepticisme qu'on avait un peu perdu depuis 10 ans. Alors, juste avant, enfin, jusqu'à présent, on parlait dans les conférences précédentes de la responsabilité aussi du client, du consommateur. Là, est-ce que aussi le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, il a une responsabilité quelque part dans ce qu'il reçoit en termes d'infos? Comment il se vend? Est-ce que vous sentez une véritable attente pour ce numéro, par exemple? Je pense qu'il y a une attente. Donc nous, on est une presse, on est lu par des opticiens. Et donc, ce qu'on veut justement, c'est leur faire prendre conscience, mais en leur donnant des pistes vraiment très, très facilement mises en œuvre en magasin. Donc, typiquement, on a des expériences avec des opticiens qui... attendez, je cherche... Il faut du pratique, quoi, du concret, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, qui ont créé des points de vente avec... Bon, là, on a, par exemple... le parcours avec Ophélie, la créatrice des lunettes de Zact, donc, que vous avez interviewé ce matin. On a également les parcours d'opticiens.
Hein. Je vais le trouver. En tout cas, faut que voilà, exactement. Pour qu'ils achètent, il faut qu'ils se retrouvent dedans, quoi. Pour qu'ils se rachètent. Et puis également, c'est vraiment un outil pratique. Donc, par exemple, par rapport au problème des labels, etc., on leur explique ce que ça veut dire, les critères de chaque label, etc. Et puis également, en tant qu'opticien, vous vendez des montures, donc on leur propose une sélection de montures éco-responsables, voilà, et en expliquant bien effectivement pourquoi elles sont présentées ainsi, avec leurs matériaux, leur processus de fabrication, etc. Voilà, donc on essaie vraiment de leur donner des pistes. Et donc oui, je pense que le lecteur a vraiment sa responsabilité également. Moi, j'aurais Béatrice. envie de parler de la responsabilité du journaliste. D'abord, un peu comme tout à l'heure sur la question de la responsabilité des consommateurs ou de la responsabilité du producteur. C'est d'abord aussi le journaliste qui doit proposer une information juste. Et aujourd'hui, comment proposer une information juste si on occulte tout un pan de la réalité, qui est les changements climatiques et l'effondrement de la biodiversité, la pollution, etc. Donc il y a ça. Et après, sur le lecteur ou lectrice, etc., il y a une demande. Effectivement, on dit souvent que c'est des sujets qui n'intéressent pas les auditeurs ou les lecteurs. C'est pas vrai. Il y a des pressions dans certaines rédactions, je n'en citerai pas, mais où on peut avoir les audiences en direct, notamment pour l'info en continu, où des rédacteurs en chef ont pu, sans doute par le passé et peut-être plus aujourd'hui, je le souhaite, mais orienter et préciser qu'effectivement, non, telle info ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Oui, mais alors, d'une part, il y a plein d'informations qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est parce que c'est de l'environnement? Est-ce que c'est parce que c'est anxiogène? Anxiogène, je crois que la réalité géopolitique, elle est particulièrement anxiogène et pourtant, on ne s'interdit pas de la traiter. Donc, a priori, ça, c'est pas un argument recevable. Et puis, ça dépend aussi de comment on traite l'environnement. Il peut y avoir effectivement des questions factuelles, des reportages, mais aussi des solutions. Et ça, on ne les traite peut-être pas suffisamment. Et ce n'est pas forcément faire du greenwashing ou de la communication. C'est vraiment essayer de traiter les solutions en montrant les limites aussi. Et ça fonctionne bien. Vous avez parlé tout à l'heure des formations, parce que vous avez, et peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui, des formations dans des rédactions, dans des radios aussi, notamment Radio France, je crois. Non, alors moi, je n'ai pas fait Pas Radio France. Je ne fais pas les formations dans les radios, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de radio. Mais sinon, je fais des formations, effectivement, à West plutôt France, presse écrite, voilà. Et, Le Monde et ça consiste en quoi? Ça consiste... alors, chacun a ses formations adaptées, mais ça peut consister, par exemple, à West France, où j'ai beaucoup travaillé, à faire une fresque du climat, déjà, parce que déjà, ça peut poser le cadre sur les questions climatiques, qui est complété ensuite par des points sur les limites planétaires, l'effondrement de la biodiversité, les interactions entre tout ça, comment tout ça aussi ça s'intègre dans un contexte d'inégalité sociale. Et puis après, c'est vraiment un travail sur, ça peut être la titraille, l'illustration, les angles, les façons, les formats, vraiment pour essayer d'accompagner les journalistes dans une façon de mieux traiter l'information, de mieux intégrer ces questions-là dès les questions qu'on peut poser aux décideurs politiques ou économiques ou aux populations. Voilà, c'est vraiment essayer d'intégrer dans l'ensemble de la démarche journalistique ces questions-là. Et vous voyez l'avant-après ou pas? Quand vous achetez Ouest France? Alors déjà, je ne suis pas la seule à travailler là-dessus. On est plusieurs à faire ces formations et c'est complété généralement par pas mal de choses. Pour Ouest France, ça a été une charte. Ça a été aussi un groupe de travail entre référents environnementaux. Ça a été aussi des invitations de scientifiques qui sont venus parler aux journalistes. Et oui, il y a un avant-après globalement entre des journalistes qui ont réfléchi à ces questions, déjà qui ont réfléchi, et qui se sont formés avec des ordres de grandeur et des discussions aussi, des discussions entre eux, oui. Parce que généralement, en fait, c'était un peu le sujet sous le tapis.
Anne-Sophie Crouzet, c'est un sujet dans votre rédaction. Vous arrivez à en parler. Tous les journalistes qui travaillent pour vous sont déjà sensibilisés à cette question ? Oui, que ce soit au niveau professionnel, voilà, ou dans leur vie. Mais là, on parlait de la responsabilité donc du journaliste, du lecteur. Moi, je voulais parler de la responsabilité des annonceurs. Parce qu'en fait, qui permettent à votre hors-série sans doute d'exister. Voilà, exactement. Et de manière générale à la presse de vivre. Voilà, on a des abonnements, mais c'est pas ça qui nous fait vivre. C'est la pub. Et en fait, on est relativement, je dirais pas inondé, mais on reçoit quand même beaucoup de communiqués sur les démarches RSE des fabricants, des industriels, des enseignes. Et quand on leur dit, on fait un spécial RSE, ce serait vraiment bien que vous nous souteniez. Là, quand il s'agit de donner un peu d'argent, il n'y a plus personne. Voilà, donc on est, vous avez compris. Un peu décevant. Voilà, le message est passé. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a la responsabilité de l'annonceur également, qui n'a peut-être. Alors, je ne sais pas si en presse grand public c'est quelque chose qui est aussi répandu qu'en presse pro. Mais en tout cas, nous on le constate que nos chefs de pub ont beaucoup de mal à convaincre les annonceurs, de soutenir là-dessus. Alors que justement on leur propose sur ce type de support, plutôt que de la pub classique, du publi rédactionnel où on peut vraiment expliquer sans greenwashing quelle est leur démarche qu'ils font. Mais voilà, dès qu'il s'agit de payer, ils ne sont pas forcément là. Alors, je ne sais pas si cette partie-là vous concerne. En tout cas, il y en a une qui concerne toutes les presses confondues. C'est la tonne de communiqués, de dossiers de presse que l'on reçoit. Et qu'est-ce qui va faire finalement, parce qu'on parlait de greenwashing, parce que là aussi il faut faire du tri, qu'est-ce qui va faire qu'on va consacrer un article, un reportage à telle ou telle entreprise ? Peut-être que là c'est des choses aussi qui peuvent vous intéresser, comment on choisit et donc comment être choisi. Je vous laisse peut-être nous raconter, vous, comment on peut sélectionner, comment une entreprise peut être sélectionnée. Et je dirais que ça marche pour les sujets RSE, mais aussi les autres, c'est est-ce que ça va intéresser le lecteur ? Est-ce qu'il va trouver quelque chose qui va lui permettre de faire progresser son activité ? Est-ce que ça va lui permettre de faire du storytelling auprès de ses clients ? Donc c'est vraiment comme ça que nous, on choisit les informations qu'on va diffuser, que ce soit sur le site internet ou dans le magazine. Comment l'auditrice va pouvoir s'identifier Exactement. Et puis également comment ça peut aider l'opticien à vendre un produit à un client qui va être effectivement intéressé par l'impact écologique d'une monture ou d'un verre. C'est vraiment ça. Quand un fabricant nous envoie son bilan carbone RSE, ça fait 50 pages, c'est clair que ça va en général pas forcément nous intéresser. C'est vrai que la présentation, Par ça contre, compte un petit peu quand même aussi. S'il y a une histoire à raconter, autour d'un matériau, sur un matériau comme le Green Fib, il y a quelques mois, on avait fait un article, c'est vraiment ça. Parce que c'est le storytelling autour du produit. Voilà, être journaliste, c'est pas être communicant. Comment, Béatrice, on parle d'une entreprise, d'une belle action, innovation, sans verser dans la communication, et donc comment parler de vous ? Effectivement, nous, c'est vrai qu'on reçoit des tonnes de communiqués en plus de secteurs très différents, donc on n'est pas forcément toujours aussi spécialiste du domaine dans lequel le communiqué est envoyé. Donc déjà identifier la bonne personne avant d'envoyer le communiqué. Et puis, moi je dirais peut-être déjà venir vers nous, avec un communiqué de presse quand l'action elle est significative, c'est-à-dire quand c'est vraiment game changer par rapport à votre activité. Venez aussi avec des preuves de ce que vous avancez, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment hyper important de chiffrer. Vous avez fait l'éco-conception, oui, mais comment, pourquoi, est-ce que vous avez la preuve de tout ça ? Moi, je dirais aussi, venez aussi en toute transparence et toute humilité avec vos questionnements et vos difficultés. Ça vous met pas... c'est pas... Au contraire. Ouais, au contraire. C'est intéressant parce que c'est aussi ça que nos lecteurs, en tout cas, par exemple, dans la presse économique, cherchent. C'est aussi des bonnes pratiques, mais aussi de voir que chacun tâtonne et comment est-ce que vous avez surmonté les difficultés que vous avez pu avoir. Ou alors, comment est-ce que... un appel à collaboration pour s'en sortir. Parce qu'encore une fois, on ne s'identifie pas à Superman ou Wonder Woman. Donc c'est vrai que c'est de voir quelqu'un d'humain,
C'est plus agréable. Et puis c'est plus crédible. Enfin, les gens ne sont pas dupes. Vous ne l'êtes pas non plus en tant que consommateur. Voilà, enfin, il faut être réaliste. Et puis peut-être juste un petit conseil, c'est que réagissez aussi parfois à l'actualité par rapport à ce que vous pouvez vivre, par exemple. La journée mondiale de la lunette. Je ne sais pas si elle existe. Non, il y a la journée mondiale de la vue, mais pas de la lunette. De la vue, là, ça peut peut-être être opportun d'envoyer le communiqué quelques jours avant, une semaine avant. Oui, par exemple, ou des réglementations qui arrivent, qui peuvent être compliquées pour vous, expliquer pourquoi ça l'est, en quoi ça peut être intéressant pour vous, au contraire, ce genre de choses. Bon, j'ai encore plein de questions, mais il faut que je laisse aussi la parole aux personnes ici présentes. Est-ce que vous avez des questions à poser aux deux journalistes présentes sur scène? Moi, ça m'arrange parce que j'ai d'autres questions. Non, vraiment pas? Comment? Non, mais c'est peut-être qu'avec les communiqués, on a justement répondu à toutes leurs questions. Non, on l'a un peu évoqué. Il y a un équilibre qui n'est pas facile à avoir, c'est parler d'environnement sans générer d'éco-anxiété. C'est un équilibre qui n'est pas simple. Parce qu'il faut dire les choses et en même temps, l'éco-anxiété, on le sait très bien, ça va faire que les gens vont se détourner des médias. Comment on fait ? Alors moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément de l'anxiété qui est générée par ces articles, en fait. Au contraire, parce qu'on essaie d'être très proche du lecteur, on essaie vraiment de mettre en avant des initiatives, qu'elles soient locales au niveau d'un opticien qui est dans une petite commune ou d'un fabricant, effectivement, qui lance un nouveau produit. Donc, et j'ai pas l'impression que ça fasse flipper les gens. Peut-être parce que vous êtes plus dans un journalisme de solution, justement. Exactement, voilà. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la presse générale, parce qu'il faut parler vraiment de tout et on ne peut pas se mettre des œillères sur les inondations en Espagne ou tous ces événements. C'est vrai que sur la question du journalisme de solution, je pense qu'elle est hyper importante, cette question-là, parce que on voit effectivement dans la presse, en tout cas, ou dans les médias en général, un vrai détournement des consommateurs de presse de ces questions-là, parce que souvent, soi-disant parce que c'est oxygène, et en même temps, on ne peut pas traiter des solutions si on n'a pas parlé des problèmes. Sinon, on ne peut pas comprendre la solution. Donc c'est vrai que c'est cet équilibre qui n'est pas évident, mais je pense qu'effectivement, il y a de la place pour expliquer les initiatives qui sont mises en place sans être BA, sans forcément être hagiographique, mais aussi en montrant ces limites-là. Et généralement, effectivement, c'est des papiers qui ne génèrent pas forcément de l'anxiété, mais qui donnent plutôt une envie d'agir, au contraire. Et pour donner aussi envie d'agir, c'est vraiment essayer, comme ce que tu dis, c'est d'aller au plus près de la réalité aussi de terrain, de ce que vivent les opticiens, mais plus généralement, quelquefois, les populations, tout simplement. Parler de changement climatique en parlant du problème du Groenland, par exemple, ça peut être important, et ça l'est, mais c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique dans ma commune, par exemple. Et je vais vous poser une dernière question. Moi, je n'ai pas encore la réponse, mais est-ce qu'on est encore journaliste quand on s'engage autant sur des questions environnementales? À quel moment on passe du côté du militant? Alors déjà, nous, c'est un numéro par an. Peut-être que bientôt, il y en aura plusieurs, ou peut-être qu'il y aura même une rubrique RSE, puisque dans chaque magazine, maintenant, on a un partenariat avec Recycle Optics. Et donc, effectivement, on donne dans chaque magazine un petit conseil aux opticiens, comment reconnaître une monture qui est recyclable, quelle est la différence entre un monomatériau, un bimatériau, etc. Donc, on donne des petits trucs très, très pratiques comme ça. Donc, pour le moment, oui. Enfin, moi, je pense que on n'est pas encore dans le militantisme. Alors, c'est un reproche qui est souvent adressé, et dans les formations, il y a aussi cette crainte vraiment des journalistes, souvent d'être assimilés à des militants. Mais en fait, perdre cette fameuse objectivité qui, entre nous, n'existe pas. Il n'y a pas d'objectivité en réalité. Je pense que nous, on est plus dans une démarche de prosélytisme que de militantisme, je pense. On essaie de convaincre, on essaie de diffuser l'information, mais effectivement, on n'est pas encore au stade du militant. Mais c'est peut-être parce qu'on est presse pro.
Mais moi, je me sens pas militante. En fait, je me sens, ou militante des faits, comme dirait une de mes consoeurs. Mais c'est vraiment, je pense que, on informe sur la situation actuelle et que aujourd'hui, se mettre des œillères en occultant cette question environnementale, c'est au contraire quelque chose qui peut conduire à la désinformation. Pour moi, ça n'est pas du tout du militantisme et c'est une façon souvent de décrédibiliser notre travail, en fait. Et c'est ce qu'on oppose aussi quelquefois sur justement les chaînes de télé type CNews à des scientifiques qui prennent la parole pour alerter sur la réalité du changement climatique en cours, et on les taxe d'être militants. Non, ils sont scientifiques, ils essayent d'expliquer des faits, en fait. Et voilà, moi j'ai pas l'impression d'aller en dehors de mon métier, mais au contraire de le faire de façon le plus honnête possible et le plus objectif possible. Merci beaucoup à toutes les deux, Béatrice Hérault, rédactrice en chef du média YouMatter France, et Anne-Sophie Crouzier, rédactrice en chef du magazine L'Opticien Lunetier. Ouais, exactement, donc que vous pouvez trouver sur le stand, et s'il y a des opticiens ici ou des industriels qui ont des initiatives, voilà, qu'elles soient plus anecdotiques ou plus à grande échelle, on est très très preneurs. Et sur YouMatter, c'est en ligne, donc voilà, c'est youmatter.world, bizarre. Merci beaucoup.